On a la plus grosse croissance dans le monde sur Insta après McDo. On fait en moyenne 500-600 couverts jour. Tu vas sortir des 100-120 000 euros d'EBITDA par mois. Pour grossir à la vitesse où nous on grossit, c'est vraiment très compliqué. Bon, let's go. Yes, let's go. Bah Edouard, déjà, bienvenue sur la brigade du coup. Bah oui, merci. Merci de me recevoir. Premier épisode, premier invité. Forcément archi contente de te recevoir. Je t'explique un petit peu du coup le principe de la brigade. Ça va être d'être le podcast un peu food. Okay. On va faire venir des restaurateurs forcément, mais pas que. Le but, ça va être de faire venir aussi des agences de communication, du marketing, du branding aussi, des développeurs, des pilotes de solutions tech qui aussi adressent les restaurateurs. Et donc forcément, bah, comme je sais qu'à toi tout seul, tu es capable d'à peu près endosser toutes les casquettes en une seule journée. Je suis très content de te recevoir. Bon, on va parler de plein de choses. Évidemment, Grupo Mimo, tu as dû voir les petites boîtes déposées un petit peu partout. Emblème, ta start-up un peu plus techno qui réconcilie, si je puis dire, entre guillemets, les influenceurs avec les restaurateurs et pas que. Barracuda, c'est une agence de com. Plein de belles choses. Peut-être que le meilleur moyen de commencer tout ça, ça va être par te présenter, je pense. Ouais, complètement. En gros, moi, c'est Edouard Ossegui. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 8 ans. Donc j'ai commencé, donc de base j'étais ingénieur en finance. J'ai commencé du coup par Emblème, qui était ma première start-up. Je suis parti du principe que en fait les restaurateurs n'avaient pas beaucoup de moyens de ramener plus de monde dans leur restaurant, hormis les agences de presse à l'époque, qui sont très coûteuses. Donc je me suis vite aperçu qu'ils avaient besoin en fait d'un outil marketing moins cher qui pouvait autant leur amener autant de monde que de la presse. Et en fait, c'était le début de l'influence. Les marques commençaient à faire des placements de produits avec de la cosmétique, du fashion, etc. Et il n'y avait personne dans le côté expérience, hospitality. Et du coup, je voyais les influenceurs ramener du monde en allant randomly dans les restaurants et en faisant des stories ou des posts parce qu'ils ont bien aimé. Donc du coup, je suis arrivé sur un marché qui n'était pas organisé, où d'un côté, les restaurateurs attendaient que des influenceurs viennent chez eux, mais sans savoir si ça allait arriver un jour. De l'autre côté, si les blogueurs et les influenceurs allaient dans les restaurants sans savoir forcément s'ils pouvaient profiter gratuitement d'une expérience. Donc il y avait ce moment gênant en disant, voilà, si je suis un influenceur, si je vous fais un post, est-ce que c'est possible d'être invité ? En fait, j'ai mis en place rapidement une plateforme pour permettre en fait d'organiser ce marché et de permettre à la fois aux restaurateurs de recevoir des influenceurs de toutes les semaines et aux influenceurs de savoir où est-ce qu'ils pourraient aller de façon gratuite, tester des restaurants, tester ensuite, on a lancé les hôtels, on a lancé la beauty, on a lancé tout ce qui est loisirs, activités, etc. Donc du coup, en fait, on s'est vite aperçu que les commerçants n'avaient pas le temps, ni l'envie, ni le savoir en fait, de gérer leurs réseaux sociaux. Okay. Donc du coup, on a monté la partie social media. Donc Emblème, il y avait côté influence et community management. Ça m'a permis, en fait, avec le partie community management qui est du service, de bootstrap la partie application qui, elle, demande des fonds. Donc en fait, parce que business vraiment tech dès le début. Ouais. Donc, en fait, premier pied dans l'entrepreneuriat avec ça, parce que tu disais que tu étais un ingénieur finance de base. Comment t'es arrivé quand même jusqu'à avoir un petit passage du moment où du coup t'as commencé quand même par être employé au début? Ouais. En fait, j'ai toujours eu la fibre un peu entrepreneuriale, c'est-à-dire que j'ai très vite importé des vieilles voitures de collection des États-Unis que je retapais et que je revendais, parce que quand j'étais en prépa maths sup, j'ai rencontré François, un pote qui était passionné de voitures, avec qui on avait acheté notre première voiture, je crois que c'était une Auto Bianchi. Et du coup, on avait retapé, et puis je me suis pris d'amour pour les voitures. Et du coup, j'ai commencé à acheter, revendre des voitures. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. J'avais organisé aussi des soirées étudiantes à l'époque. BDE du BDE de l'école. Ouais, exactement. Donc en gros, l'idée c'était de toujours avoir des idées et de pouvoir voir si ces idées fonctionnaient et d'avoir ce côté entrepreneurial dès mon plus jeune âge, dès 18-19 ans. Donc voilà, j'avais fait une expérience entrepreneuriale avant. Je sais pas si c'est vraiment entrepreneurial, mais quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans parce que mon père est prof de golf, donc je traînais beaucoup sur un
un parcours de golf. Donc, du coup, en fait, je ramassais toutes les balles qui étaient perdues. Je les lavais et on les revendait directement C'est sur le énorme parcours. parce qu'il y a une Mais boîte maintenant, qui ça existe. Bah ouais, il y a une Ouais. boîte qui a explosé là-dedans et il n'y a pas si Ouais. longtemps que ça. Hein. Ouais, j'ai vu une startup qui fait ça, du coup ça m'a fait marrer parce que je me dis, tu vois, comme une idée peut être scalable et peut grandir. Et ouais, j'ai vu qu'ils faisaient ça. Ah, mais complètement. Et tu sais que même il y a une deuxième vague après ça, c'est qu'il y a ceux qui récupèrent, qui nettoient, qui vendent. Et maintenant, il y a même des mecs qui recyclent Ok. les balles récupérées Ouais. et invendues pour faire du mobilier ou des trucs comme ça. Ah, c'est énorme. ouf. Ouais. Et du coup, ouais, j'avais commencé à faire ça. Donc ouais, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat et j'ai toujours aimé un peu cette liberté d'entreprendre, de créativité. Parce que l'entrepreneuriat, je trouve que au-delà d'être successful, de gagner de l'argent, etc., il y a ce côté vraiment un peu se lever et faire ce qu'on a envie de faire. Et je trouve ça assez plaisant. Et du coup, ouais, c'est en fait, je me suis vite aperçu dans la finance que c'était pas forcément un domaine où je voulais évoluer et c'était trop comment dire, trop corporate, trop carré, trop, on va dire, fixe à faire régulièrement la Ouais. même chose, etc. Donc en fait, j'ai voulu vraiment me dire, bah, c'est pas quelque chose qui va me convenir tous les jours, toute ma vie, donc j'ai envie de pouvoir m'exprimer plus, m'exprimer davantage. Donc c'est comme ça qu'en fait, j'ai toujours détesté voir des restaurants vides. Et c'est vrai que en bas de chez moi, il y avait un restaurant japonais qui faisait à volonté, qui était tout le temps plein, et un restaurant indien à côté qui était tout le temps vide. Et du coup, bah, j'ai toujours ce petit pincement au cœur de voir des restaurants vides. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de les aider. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'Emblème et que ça a commencé. Ok, donc direct parti dans la resto. C'est marrant parce que en premier business, c'est compliqué, je trouve, de bosser avec des restaurateurs. C'est pas Ouais. la cible la plus simple. En fait, c'est une cible qui est très facile à avoir. Donc, en fait, c'est très... Tu te dis, cool, je commence dans la restauration parce que, en fait, c'est une cible qui s'atteint facilement parce que généralement, les patrons sont dans leurs locaux et c'est public. Donc, Ouais. ça veut dire que tu peux rentrer chez eux et leur parler. Donc, du coup, c'est une cible qui est très facile à atteindre, plutôt facile à convertir, mais qui est très compliqué à garder dans le sens où il y a quand même beaucoup de restaurateurs qui sont pas digital natifs, qui font de la reconversion, qui sont des gens parfois plus passionnés que vraiment focus business, et donc du coup qui n'ont pas forcément les bons réflexes quand il y a un mois où ça va un peu moins bien. Ouais. Du coup, quand c'est un mois où ça va un peu moins bien, ils coupent tout. Donc c'est vrai que c'est une cible qui est facile à avoir, facile à atteindre, facile à convertir, mais qui est plus difficile à faire rester parce que ils paniquent souvent et ils prennent des décisions parfois un peu trop rapides. Ouais, je comprends. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur montrer l'efficacité des outils, leur montrer qu'un business sur du moyen long terme, qu'on peut voir l'évolution et pas juste day to day ou semaine par semaine. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est que je me suis lancé dans la resto parce que c'était une cible facile à atteindre pour moi qui avait aucun moyen à part faire du porte-à-porte. Donc c'est ce que j'ai fait. Et surtout parce que j'adore le monde de la restauration, la food. Et je savais qu'il y avait un vrai levier sur les réseaux sociaux il y a 8 ans. Chose qu'à l'époque, on m'écoutait pas trop. Je me rappelle, moi, les premiers full hotel tech que j'ai fait, j'avais vraiment personne qui venait me voir. J'étais tout seul. Avec du coup Emblème, donc Ouais, avec produit Emblème, tech ouais. quand même Ouais, déjà. exactement. Tu parlais influenceur, c'était au début de Totalement. l'influence. Ouais, Enfin, c'était peut-être pas au début, le début, mais Je me rappelle, c'était au début, j'allais voir Nolita, j'allais voir les personnes qui sont en place dans l'influence depuis très longtemps, qui sont en gros maintenant les benchmarks de l'influence. Donc du coup, oui, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un public, une cible client qui a vraiment évolué parce qu'on a aussi le monde de la restauration qui a évolué. Ouais. On a de plus en plus de jeunes sortis d'écoles de commerce qui lancent des concepts. On arrive plus... on traite plus la restauration comme une start-up avec les KPI, avec le suivi que ça demande, avec le branding que ça demande, le marketing, etc. Donc la restauration...
on va pas dire après un virage, mais il y a, on va dire, un univers dans un univers. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel univers de concepts qui se veulent forts et qui ont derrière des jeunes qui sont digital natifs. Je pense à Aptio, à Perifiche, à Pokawa, à toutes ces marques-là qui sont des marques fortes et qui ont les outils tech derrière pour suivre les opérations, le food cost. Bon, voilà. Ensuite, il y a pas mal de SaaS et de boîtes tech qui sont du coup créées pour suivre cette nouvelle génération et pour équiper aussi l'ancienne génération qui, comme je discutais avec mon pote de ZenChef, à l'époque était encore au papier crayon pour prendre les réservations. Ah bah c'est clair, et il y en a encore. Hein. Et il y en a encore, ouais. Donc voilà, la clientèle a évolué parce que les gens consomment beaucoup plus via les réseaux, via le digital, et l'expérience client, les clients commencent sur Internet, alors qu'avant c'était pas le cas. Et l'expérience client commençant sur Internet, et les restaurateurs ont dû s'adapter tout simplement à cette nouvelle clientèle, cette nouvelle façon de consommer. Pareil pour la delivery, depuis 8 ans, ça n'existait pas beaucoup avant. Alors il y avait les sushis, il y avait les pizzas. D'ailleurs, c'est eux qu'on trinquait parce que c'était les seuls du marché avant à faire de la livraison. Maintenant, tout le monde y a accès. Donc, les moyens de consommation, les moyens de trouver des restaurants, voilà, tout a changé depuis 8 ans. Et du coup, moi, j'ai vu cette évolution de on ne s'intéresse pas du tout au réseau à les réseaux sociaux indispensables. Ah bah ouais, carrément. Mais moi, c'est marrant parce que, alors c'est mon point de vue, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve que justement, il y a un peu un double côté, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chaînes qui naissent. Je crois que j'ai vu une étude passer il y a pas longtemps comme quoi le rapport entre quantité d'établissements et nombre de chaînes avait en fait été inversé, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de marques, de plus en plus d'identités, mais avec moins d'établissements, enfin après moins d'établissements, façon de parler, ça grossit quand même assez vite, qui sont, je trouve aussi justement le fruit de ce que tu disais, c'est-à-dire de l'acquisition sur les réseaux sociaux, des trends et autres. Maintenant, j'ai pas l'impression que pour la plupart, ça soit des... évidemment, on parlera de Groupe Omio après, mais des marques qui ont une vraiment longue tenue dans le temps, parce qu'il y a une volonté de attirer vite le client avec un contenu très fort, en réexploitant des hooks, des fois, qui ont même pas trop de sens, mais juste pour dire de vas-y, regarde mon resto, et en délaissant complètement, finalement, après, ce qui se passe sur place, qui est l'expérience client, le nerf de la guerre pour un restaurant, et du coup, à voir un peu comment ça va se passer plus tard. Ouais. T'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Parce que... Après, déjà de base, un concept de restaurant, pour moi, ça vit environ en moyenne 5 ans. C'est-à-dire que, en fait, les gens, de par déjà le marché qui crée tout le temps, comme tu dis, des concepts, donc il y a tout le temps de la nouveauté qui arrive, les gens, du coup, se lassent pas, mais comme il y a beaucoup d'offres, ça crée aussi, ça fait grossir la demande. Parce que si tu mets 50 nouveaux restaurants par mois devant quelqu'un, il a envie de les essayer. Donc, il va forcément avoir plus de volatilité dans la consommation. Chose qui était moins le cas avant, parce que comme il y avait moins de création de nouveaux restaurants il y a 20 ou 30 ans, du coup, tu avais des restaurants qui restaient là très longtemps. Et du coup, ça devenait des institutions. Ouais. Aujourd'hui, créer une institution, c'est très compliqué. Tu vois, moi, à l'époque, j'allais à la Closerie des Lilas, j'allais chez Lip, etc. La Coupole, c'est des restaurants qui sont là depuis très longtemps, mais parce qu'il y avait moins ce côté avant d'accès à on ouvre un restaurant, boum, on fait du marketing, etc. Ouais. Donc, après, il y a un côté aussi sur la cuisine, je trouve, en tant que telle. Forcément une brasserie Lip qui trouve une cuisine qui est assez stable dans le temps, un truc qui peut convenir à tout le monde, là où après je sais pas à quel bar tu mets le concept, tu vois, c'est sûr que si tu lances un restaurant spécialisé en tacos végétarien, ça va être peut-être plus compliqué à tenir. Un Pokawa, je sais pas, c'est peut-être entre les deux, parce que pour le coup c'est peut-être une nouvelle cuisine, pas forcément trop concept. Pokawa, après c'est une nouvelle cuisine, mais voilà, ça reste du bol, ça reste des choses de saumon, de l'avocat, des choses qu'on mange déjà de base beaucoup. Et Pokawa était l'un des premiers à vraiment comprendre le marketing et les réseaux sociaux. Ouais. C'était d'ailleurs l'un des premiers à faire une collab avec Camille, Nolita. Donc ils ont tout de suite compris les influenceurs, ils ont tout de suite compris la puissance des réseaux sociaux, que leur clientèle était jeune et qui voulait aller taper fort sur les réseaux, un peu comme Otakos l'avait fait précédemment. Ouais, et puis c'est très bon parce que
Ils ont réussi du coup à attirer des gens dans leur établissement via justement cette nouvelle génération. Et finalement, ça devient maintenant un concept carrément mainstream. Où moi, je prends par exemple mon père, la dernière fois, on était à la gare de Lille et il y a un Pokawa qui a ouvert là-bas. Et ben en fait, il allait déjeuner dedans avec moi. Enfin, il m'a proposé de déjeuner là, sans même connaître ce que c'était, mais tu vois, ça lui parlait. Et finalement, moi connaissant le produit, ça s'est fait naturellement. Et là, ça va peut-être réussir à s'ancrer plus dans le temps. Ouais, aussi par la taille, parce que du coup, si quand ils inondent le marché comme ça, de façon importante, tu convertis beaucoup de clients. Et donc, du coup, sur un produit qui reste quand même assez simple, avec une taille de réseau comme ça, tu deviens un peu le benchmark du poké. Et donc, ça s'installe dans le temps. Et puis, c'est bon, c'est facile à manger, c'est rapide. Ça coche pas mal de cases. Et on va dire que c'est devenu un peu une marque top of mind de la restauration, comme un Pitaya a pu le devenir, ou comme des chaînes de ce type-là. Après, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au poké, ou même des Japs qui se sont mis au poké. Mais voilà, dans ce secteur-là, en gros, le fast food casual comme ça, rapide à manger, ils sont plutôt bien positionnés. Et je pense que c'est aussi grâce au fait qu'ils ont compris le marketing rapidement, et que ça leur a permis d'attirer beaucoup de franchisés et puis de pouvoir rapidement se développer, avoir des clients. Carrément. Mais du coup, pour venir sur cette branche compréhension du marketing, toi, tu as vraiment eu le marché du coup d'un point de vue en premier lieu startup. Finalement, tu as vu évoluer le marché, donc avec Emblème. T'es arrivé à Gruppo Mimo. Donc, tu as commencé il y a 8 ans. Gruppo Mimo, c'est beaucoup plus récent que ça. Ça fait 3 ans, ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment très récent. Ouais. Donc, comment t'es arrivé du coup à te dire, ok, on va lancer un resto? Est-ce que c'était un truc de kiff au début ou... En fait, ça s'est lancé pendant le Covid. Parce qu'un des premiers clients que j'avais chez Emblème, c'était Gemini. C'était un resto italien. Et en fait, c'était en bas de chez moi. Okay. Et c'est un restaurant, en fait, de base. C'était leur 2e ou 3e resto. Mais il marchait pas du tout. Et donc, du coup, il était pas loin de fermer. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à le marketer avec Emblème, donc c'était vraiment les débuts, j'ai ramené beaucoup d'influenceurs et le restaurant a explosé en termes de CA, et ça leur a permis de faire des nouvelles ouvertures. Et en fait, le directeur de ce restaurant-là, Benoît, est devenu mon associé sur Gruppo Mimo. Ah, c'est énorme. Et tu le connaissais pas du tout. Et donc en fait, c'était vraiment client de base. Il était vraiment en bas de chez moi, donc en fait je venais une fois tous les 3 jours prendre des pâtes ou des pizzas. Ouais, et puis un peu le client parfait pour Emblème, du coup pour avoir du retour, c'était facile d'accès. C'est ça. Okay. Et du coup c'était vraiment en bas de chez moi. Et du coup j'ai sympathisé avec Benoît, qui est devenu un pote. Et en fait à un moment donné il m'a dit, parce que il a quitté Gemini, il m'a dit écoute, si ça te chauffe on monte un resto italien ensemble. Et moi, je lui ai dit, je sais pas gérer un resto, mais je sais les remplir. Donc, si tu veux, on s'associe. Tu gères les restos, moi, je les remplis. Et du coup, c'est parti comme ça. Et en fait, le premier restaurant qu'on a monté, c'était pendant le Covid. Ok. Voilà. Donc, en gros, on n'était que ouvert à emporter et livraison. Mais un pari énorme, parce que période quand même la plus incertaine quasiment du secteur dans la resto. Donc tu trouves un associé, du coup la bonne complémentarité, parce que là tu avais vraiment la personne qui était en maîtrise totale de ce qu'il allait produire sur le restaurant. Mais comment tu fais pour, malgré ça, réussir parce qu'il faut un petit peu d'argent, j'imagine, quand même, pour lancer le premier resto. Comment tu fais pour aller voir une banque et lui dire écoutez, je vais lancer un restaurant, on est en plein Covid, tout est fermé, on sait même pas quand est-ce que ça va rouvrir. En fait on n'a pas pu avoir de banque qui nous ont suivis, donc en fait on a dû prendre une location gérance. Parce qu'en gros, une location gérance, c'est tu prends le local et tu le payes que dans 1 an ou 2 ans. Ok, parce que tu as plusieurs modes de... Ouais, en gros, alors tu as plusieurs modes d'acquisition d'un... Donc tu as soit une location pure, donc là il n'y a pas de porte. Donc là typiquement, c'est tu t'achètes pas le restaurant vaut 0, mais tu as un loyer qui est plus important que si tu avais acheté un pas de porte. Donc il y a de plus en plus de locations pures, c'est un peu à l'américaine, où tu as des gros loyers mais tu n'as pas de pas de porte. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est tu as un plus petit loyer mais tu as un pas de porte. De plus en plus, les restaurants valent de moins en moins. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, aller acheter un restaurant 1 ou 2 millions, c'est vraiment parce que c'est une institution ou qui font de la limonade, quoi. Donc que c'est très rentable, que c'est des gros angles, que c'est dans des endroits où il y a beaucoup de flux. Mais sinon, les petits restos, etc., aujourd'hui,
J'en connais peu qui se vendent parce que le marché dégringole un peu sur le pas de porte et que tu as de plus en plus ce côté location pure. Ensuite, tu as la location-gérance qui est en gros, tu achètes un pas de porte, mais tu l'achètes pas maintenant. Tu achètes en gros dans 1 ou 2 ans, selon le contrat que tu vas faire de location-gérance avec la personne. Ok. Tu peux rentrer directement dedans. Donc, tu as le loyer, qui est généralement raisonnable parce qu'il y a le prix du fonds, le prix d'un pas de porte. Et tu rajoutes en gros une redevance qui, en gros, sera déductible du prix final. Ok. Donc, en gros, tu vas payer le loyer plus une partie du prix pendant 1 ou 2 ans. Et tout ce que tu auras payé pendant 1 ou 2 ans, tu viendras le retirer au prix final qui a été décidé à la signature du local. Ok. Donc nous, on a commencé avec ça. Ce qui nous a permis en gros de mettre que 20 000 € chacun et de commencer l'aventure Grupo Mimo. Et de base, c'était une volonté d'avoir un resto ou déjà vous avez anticipé un petit peu le fait que vous vouliez grossir parce que bon, on y viendra après, mais maintenant t'en as beaucoup plus qu'un. Ouais, non. Que ce soit lui ou moi, on pensait pas qu'on irait aussi haut. Ouais, parce que Aussi c'était vite. très vite en plus. Donc comment Ouais. ça s'est passé? Première ouverture, concept Première donc ouverture, restauration italienne. Ouais. Première ouverture à emporter, donc à Boulogne Nord, un tout petit resto qui devait faire, je sais pas, 30-40 mètres carrés. C'était vraiment un mini resto. Et on a commencé le restaurant. Lui, ça fait 15 ans qu'il est dans un resto, donc il connaît. Moi, j'avais pas encore autant de notions de ce qui se passait derrière le rideau. Ouais. Et c'était l'ouverture. Le premier jour était vraiment catastrophique. Je me rappelle avoir voulu peindre 3 heures avant la devanture du restaurant parce que c'était pas beau. Et sauf que j'avais pas mis d'affiche pour dire que c'était c'était peinture fraîche. Donc je pense qu'on a marqué à peu près une vingtaine de personnes à la peinture blanche qui s'adossaient parce qu'il y avait trop de monde à la vitrine. Donc c'était assez catastrophique, même si maintenant on en rigole. Bah ouais. Et après, ouais, on faisait des chiffres de dingue. Et Ben allait en cuisine. Enfin, c'était. Et comment tu trouves ton emplacement le premier? Pourquoi tu dis Boulogne? C'était parce que pur hasard ou... Ben habitait à côté. Ok. Ben est boulonnais, donc il habitait à 200 mètres du restaurant et il faisait le tour des restaurants comme ça en leur demandant s'ils voulaient vendre ou pas. Et comme c'était le Covid, forcément, il y en a qui ont voulu lâcher. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a eu cette opportunité, parce qu'en fait, avant, on avait eu une opportunité avec une investisseuse, avec un restaurant beaucoup plus gros à Neuilly. Mais en fait, le deal avait pété le matin où on devait signer. Parce que la veille, en fait, Macron a annoncé que deuxième confinement, donc les banques ont gelé complètement les restos. Ouais, donc c'était vraiment pile poil entre eux. Ouais. Donc, ah non, ça c'était juste avant du coup que tu ouvres le premier. Donc toi, tu as ouvert juste après le deuxième confinement. Ouais. Il y en a eu 3, si je dis pas de bêtises. 2 ou 3, je ne sais plus. Je crois que c'est entre le 2 et le 3 que j'ai ouvert. Je crois que c'est un peu vague parce que c'était tellement bizarre cette période, mais nous, on a ouvert le 8 février 2021. Ouais, parce que moi, je me souviens très bien, on commençait déjà à bosser avec des restos à ce moment-là. Et en fait, le problème, c'était même pas de se dire on est fermé pour l'instant, on vous accueille pas, mais dans un mois c'est fini. C'est que vraiment, en fait, on savait même pas du tout quand est-ce que ça allait réouvrir. Si ça réouvrait, on savait pas si ça allait refermer plus tard. Donc, comment tu te dis, je vais couper ça, pardon. Comment tu te dis à ce moment-là, c'est quand même un sacré pari, même si tu as l'équipe gagnante, que tu as le bon spot et que ça commence à se lancer facilement. Enfin, faut quand même oser, quoi. Bah, en fait, les gens se disent, parce que c'est le Covid, c'est compliqué d'ouvrir un resto, mais en fait, tu réalises que en fait, c'était le meilleur moment pour ouvrir un restaurant. Parce qu'en fait, quand tu es bon en digital, tout le monde est sur son téléphone. 2, il n'y a personne qui ouvre un restaurant. Ouais. Donc, tu es le seul arbre au milieu du champ. Donc, tout le monde te voit. Et en plus, les gens sont beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de monde qui regarde que d'habitude. Et donc, en fait, l'acquisition, c'était... on avait... je sais pas, je crois qu'on avait 20 ou 30 000 personnes qui nous suivaient déjà avant l'ouverture. Ouais, parce que déjà, ça, rien qu'en tant que tel, aujourd'hui, la marque Grupo Mimo, c'est une marque assez forte. Je crois que vous êtes le premier ou deuxième restaurant le plus suivi en France. Bah ouais, en gros, on a la plus grosse croissance dans le monde sur Insta après McDo. Oh la vache. Ouais. Ok. Et du coup, comment on en est arrivé? On va peut-être pas faire un gap si rapide, mais... En fait, les coûts d'acquisition étaient très... Tu vois, aujourd'hui, si je redémarrais Grupo Mimo, là, maintenant, je sais pas si ça aurait le même impact. Ouais.
parce que en fait, à l'époque, il se passait vraiment rien. Donc, Après, on en revient quand même à ce qu'on disait tout à l'heure. T'aurais pu avoir une communication qui est exceptionnelle, un moment où tous les yeux sont centrés sur toi. Si sur place, t'assures pas. Ah bah non, c'est clair. Parce que vous, c'est un peu la marque aussi. bah C'est-à-dire oui, un service exceptionnel. Ouais. Là, les petites boîtes, ça se voit tout de suite que tout est réfléchi. Ouais. Est-ce que ça, c'était déjà d'office dans le premier ou ça arrivait un peu après? Non, au débat, j'ai toujours voulu donner une DA assez importante et une marque assez forte. Donc j'ai toujours voulu donner, être au top du marketing, quoi, avoir la Ferrari du marketing et pouvoir être au top parce que c'est ce que Benoît attendait de moi et je voulais lui donner l'excellence du marketing. Et en fait, si tu veux, j'avais une frustration aussi depuis 8 ans, c'est que j'avais beaucoup de clients, des petits jusqu'aux plus gros clients, des gros restaurateurs en France. Et en fait, j'avais toute cette frustration de les gens ne me laissaient pas faire exactement ce que je voulais. Ouais, je comprends. Donc du coup, j'étais toujours un peu effréné. Ah oui, mais je veux pas ça comme ça. Ah mais pas comme ça, pas comme ça. Et en fait, là, c'était la première fois où je pouvais faire exactement tout ce que je voulais. C'est génial. Et du coup, c'est toi qui pilotes la partie DA de Groupe Imo? Ouais, tout branding, marketing. Tu vois ça, on a fait... c'est une collab qu'on a fait avec Lorraine Martin, c'est une artiste new-yorkaise. Là, on fait une avec Bi Fernandez, qui est une artiste espagnole. J'aimerais bien faire avec un Français, avec Thomas Lélu, mais j'arrive pas à avoir son contact. S'il nous écoute un jour, ouais, si un ami nous écoute. Mais ouais, en gros, j'ai voulu tout de suite avoir une marque qui ne vit pas que entre les quatre murs du restaurant, mais qui devient vraiment une marque plus lifestyle, où on fait des actions marketing décalées. Tu vois, tout de suite faire des golden tickets où on planquait un peu partout dans Paris. Faire gagner des trucs de fou, genre une vieille Fiat 500 ou des voyages. Tu vois, et c'est vraiment d'avoir un côté un peu what the fuck dans la communication et avoir un marketing assez décalé. Je pense que c'est ça ce qui a plu à l'audience et aux clients, c'est le fait qu'on soit populaire dans le bon sens du terme, mais qu'on soit accessible à tous. Ouais. Quand on a ouvert Boulogne, j'avais des gens qui faisaient 100 km pour venir manger nos pâtes. Et j'avais des couples de la soixantaine qui venaient du 16e arrondissement. J'avais à peu près toutes les couches sociales et tous les âges qui venaient. Et c'est ça qui m'a fait kiffer parce que je me suis dit, en vrai, Groupe Omeo, je veux que ça devienne un restaurant pour absolument tout le monde. Donc que ça soit accessible, mais que ça soit aussi dans des cadres jolis pour que les gens qui ont un peu un standing, c'est pas parce qu'ils vont manger une pizza à 12 euros qu'ils vont la manger avec une décoration qui convient pas. Donc je voulais associer en fait ce côté accessible, mais ce côté high-end pour que ça touche toutes les couches sociales et que ça touche tous les âges. Ouais, puis c'est le meilleur socle du coup pour une réussite plus long terme parce que Ouais. t'as pas de souci d'avoir une clientèle très ciblée et qui du coup un peu restreinte dans le temps. Ouais. En plus, t'as des produits avec la cuisine italienne qui sont quand même assez variés. Donc je pense même vous pouvez autant avoir du coup du couple. Moi, je me souviens très bien. Petite parenthèse, quand je suis arrivé à Paris, le premier resto que j'ai fait, alors c'est un pur hasard, c'était un Groupe Mimo. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'expérience dans une meule de parmesan. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais, exactement. Et je me souviens que c'est ma petite amie pour le coup qui avait spoté ça sur Insta et fallait qu'on trouve un resto à côté de chez nous. Et c'est comme ça qu'on a découvert. Et donc tu vois, on est autant parfaitement dans la cible que même de la clientèle du midi qui pourrait venir, j'imagine, plusieurs fois par semaine. Parce que tu peux manger un jour des pâtes, tu peux manger un jour une pizza et ça va très bien, quoi. Tout à fait. Et du coup, en fait, le truc, c'est que les gens dans la resto veulent souvent se dire, bon, alors j'ai une idée de ouf, parce que moi j'en entends depuis 8 ans des idées et des concepts qu'il faut que je répète à personne, et que j'ai jamais répété à personne d'ailleurs. Mais ouais, en vrai, il y a des gens qui veulent inventer des concepts et tout, ce qui est très cool s'ils sont vraiment passionnés de ouf par ce concept et par ce produit, c'est trop bien en vrai. En fait, moi je respecte absolument toutes les formes de business, toutes les tailles de business, et je pense que c'est comme on est tous des sportifs, il y en a qui jouent le dimanche au foot et puis il y en a qui veulent jouer au PSG. Et je pense que chacun, ce que moi je dis toujours dans l'entrepreneuriat, le principal c'est quand même d'être heureux. Et il y a des gens qui sont faits pour avoir un petit resto de quartier et trop heureux, et il y a des gens qui veulent avoir une chaîne mondiale. Et le plus important, je pense que c'est d'être aligné avec sa volonté de business. Et puis aussi, il y a des gens, je pense, qui sont faits pour avoir la pression de gérer 50 restos. Et puis, il y en a qui ont la personnalité pour en gérer qu'un. Bah ouais, carrément. Et du coup, comment t'es passé? Donc, premier resto, t'en as ouvert 9 à Paris, si je dis pas de bêtises.
En 2 ans. Ouais. Même pas, parce que là, ans, ça ouais. fait 3 ans maintenant. Donc, Ouais, ça fait 3 ans, ouais. En termes de structuration, etc., j'imagine que ça doit être aussi un autre enjeu. Même si ton associé, tu me disais qu'il avait 3 restos, c'est quand même encore une marche au-dessus. Comment tu passes à ça? Bah, on s'est structuré. Au début, on a beaucoup structuré le siège, justement parce qu'on voulait anticiper les ouvertures et pouvoir avoir de la bande passante et avoir des gens qui ont déjà connu de l'hypercroissance. Donc, on a eu pas mal de monde de Big Fernand qui est venu, dont Jessica, la DRH, qui est top, et d'ailleurs que je salue, qui en fait ont permis tout de suite de pouvoir mettre les bons outils en place, les bons process, etc., pour pouvoir organiser rapidement la boîte, parce qu'on a vu que ça marchait bien et qu'au bout du 3-4e mois, on a voulu ouvrir le deuxième. Donc du coup, ouais, l'idée c'était de pouvoir vraiment structurer le siège rapidement, et c'est ce qui nous a aidé à ouvrir de façon un peu plus serein. Après, on a dû lever des fonds parce que ça coûtait trop cher de se développer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la resto, t'as beau être le meilleur dans tout et de faire des chiffres de fou, pour grossir à la vitesse où nous on grossit, c'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire que tu passes souvent près du mur, et alors que tu fais des scores de fou. Nous, on fait en moyenne, tu vois, sur des restos comme Paris 2, on fait 500-600 couverts jour. On fait des EBITDA jusqu'à 38%. Tu vas sortir des 100-120 000 euros d'EBITDA par mois. Tu vois, resto, du coup là, je prends l'exemple de Paris 2, mais après, tu as des restaurants qui vont faire peut-être 70-80 000 euros d'EBITDA. Tu en as qui vont faire 20-30 000 pour les plus petits. Ouais. Mais tu vois, c'est des scores ça reste énorme. Tu donnes tes chiffres un peu sur Groupon Imo ou... Ouais, je le donne, ça m'embête pas. Mais c'est énorme parce que tu vois, même Victor de Big Mama me disait que lui, il faisait pas ces chiffres-là depuis son premier restaurant. Ouais. Tu vois, des trucs comme on fait à Paris 2. Ah, parce que c'est vrai qu'en face, vous avez aussi Big Mama. Ouais, je me souviens, idem, quand ils sont arrivés à Lille, quand on y était. Je connaissais pas parce que du coup, c'était à l'époque très parisien. Ça a fait un effet de dingue, quoi. Parce que pareil, ils mettaient l'expérience au cœur de la boîte. Et du coup, c'est vrai que ta ligne, le produit, le marketing, l'opérationnel, la gestion financière, etc. Et à la fin, là, en bas de la page, alors, c'est des business qui font de l'argent, mais il faut être vraiment un champion olympique pour faire vraiment de l'argent à un niveau où nous, on veut le faire. Après, on pourrait juste avoir un restaurant ou 2 restaurants et très bien vivre. Mais l'idée, nous, c'est de construire un gros groupe et pouvoir le revendre. Donc non, en vrai, aujourd'hui, la restauration, à ce niveau-là, est compliquée. À un niveau où tu vas ouvrir 1-2 restaurants, ça va. Tu vas être la main dedans quand même. Parce que tu vois, je fais un peu de mentoring. Et là, j'ai quelqu'un qui a ouvert un restaurant, enfin qui a repris un restaurant, qui pensait mettre un directeur et que ça roule. Et il me dit, mais si tu regardes... Et lui, il a plusieurs boîtes, il est un peu dans la tech et tout. Il me dit, mais si tu regardes dans la resto, le temps passé par rapport à ce que ça te ramène, c'est le moins bon business, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est un métier quand même passion. C'est un métier qui est accessible à beaucoup de monde. C'est un métier aussi qui a peu de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que tu as 20, 30, 40, 50 000 balles, bah, tu peux commencer ton petit coffee shop ou ton petit resto. Mais c'est un métier qui est compliqué. Moi, je dis toujours, je pourrais pas faire ce que font mes équipes, les serveurs, les directeurs, etc. Ouais, c'est exactement ce que je veux dire, parce que c'est et simple d'accès, mais compliqué en rapport horaire d'un point de vue gestion, mais aussi d'un point de vue employé, parce que vous avez pas trop de difficultés à trouver du monde? Non, ça va. Après, on a toujours un peu de turnover dans la salle. Donc, toute la partie manager, etc., il y a très peu de gens qui partent depuis 3 ans. Après, la marque, j'imagine que là aussi, c'est l'avantage d'avoir une marque forte. Oui, après, déjà, c'est des restaurants où il y a du monde, donc ça bouge beaucoup. Il y a une clientèle qui est jeune, sympa, les gens connaissent, donc c'est con, mais si t'es en soirée et que tu dis tu travailles où? Chez Groupon Mimo. Ah, je connais, c'est trop bien et tout. T'as toujours un peu ce reward de travailler quelque part dans une enseigne qui est connue. Donc ouais, non, en vrai... on a du turnover en salle parce que aujourd'hui, la restauration, depuis le Covid, clairement, les gens se sont centrés un peu sur eux-mêmes et ont compris ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Donc la restauration en a pris un coup parce que c'est quand même un métier qui est très dur et que je respectais énormément. Et je respectais énormément mes équipes par rapport au travail qu'ils font.
Mais c'est sûr que je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi. Il y a eu beaucoup d'abus de patrons restaurateurs qui traitent pas bien leurs employés, on va pas se mentir, qui payent pas les heures sup, qui parlent mal. Enfin, voilà, moi sur des shootings, j'ai vu des scènes un peu hallucinantes. Donc je pense qu'à partir du moment où tu écoutes les gens, tu les payes, tu payes leurs heures sup, tu les payes correctement, il y a plus de raisons qu'ils restent chez toi. Faut pas leur en donner plus. Vu qu'ils en ont déjà assez. T'as encore la double casquette, enfin la triple casquette qui te permet aussi de toujours aller au contact des autres restaurants. Même ça te nourrit un peu dans Gruppo Mimo tous les jours, de ce que tu peux voir avec par exemple les shootings que tu vas faire avec Barracuda ou les clients que tu vas voir avec Emblème. Tous les concepts, etc. C'est des choses que tu réappliques des fois. Bah, en fait, sur la Barracuda, en fait, je vais avoir des stratégies. D'ailleurs, je suis sympa parce que je pourrais tout garder pour moi, mais je le fais pas. Mais oui, je vais tester des stratégies sur Gruppo Mimo que je vais répliquer sur mes clients quand elles fonctionnent. Ah, parce que excellent vivier du coup pour faire du test direct. C'est mon labo, donc c'est mon labo et ça me permet d'essayer des choses en acquisition, en branding, en notoriété. Tu vois, là, par exemple, on a mis pas mal d'affiches dans la rue, justement, avec les filles pour faire à la fois du branding parce que c'est drôle et à la fois faire un peu d'acquisition. Bah, tu vois, avec Doka, on a fait du quoi avec les scans, etc., pour pouvoir avoir du trafic, avoir de la notoriété. Donc, je crois qu'on a fait 300 ou 400 scans en moins d'une semaine parce qu'on a mis pas peu d'affiches, mais voilà, à plus grande échelle, si on commence à mettre des roues en place pour pouvoir justement faire gagner des tiramisu et faire venir des clients, ça peut être intéressant. Ouais, c'est clair que ça fait un excellent moyen de tester, c'est sûr. Ouais. Trop cool. Donc on essaye de trouver des nouvelles façons innovantes de à la fois rendre la marque cool et à la fois faire à générer du client, parce que au-delà d'avoir une marque cool, l'idée quand même c'est d'aller chercher du client, parce que le marketing c'est quand même un levier, les réseaux sociaux sont un levier business. On n'est pas là que pour faire des belles photos, des belles vidéos, faire du like et faire des vues. On est là pour ramener des clients. Ce que veut aussi mon associé et nos investisseurs. Je trouve que tu vois justement ce côté volonté même de proposer une expérience de dingue et d'avoir une communication qui soit juste et pas simplement tout feu tout flamme pour après avoir un restaurant qui fait pchit et qui fonctionne pas sur le long terme, ça se ressent de ouf. Quand tu regardes la com de Gruppo Mimo, je trouve que c'est une com qui est vachement plus authentique par rapport à ce qu'on peut voir sur des chaînes que, alors je suis personne pour juger, mais j'ai l'impression en tout cas vont moins durer dans le temps. Tu vois le feed de Gruppo Mimo, t'as vraiment un côté unique, t'as pas trop d'abus de réel dans tous les sens avec des volontés de catcher absolument l'auditoire. Je trouve que ça se ressent bien. Et sinon, c'est très bien fait. Bah, on essaye, si tu veux, un peu moins de... Là, récemment, on est en train de changer de DA. On a fait beaucoup on attrape les gens dans la rue, on les interviewe, les trucs machin. Ça, c'est bien, mais j'essaie de recentrer quand même un peu la communication sur le produit, sur le sourcing. En fait, on a un super sourcing, on n'en parle pas forcément assez. Pietro, c'est son papa qui nous envoie beaucoup de produits. On a des super producteurs. Donc, j'essaie quand même aussi de focus un peu sur le produit. Parce que c'est ce qui fait que le client vient aussi. Donc, j'essaie de garder ce côté, tu vois... 40% de produits, et puis après, on va dire 30% de lifestyle, 30% de mèmes, tu vois. Ouais. Parce que bon, les mèmes, ça fait rire, les gens, ça fait toujours beaucoup de vues, et je trouve que ça permet aussi de retenir les gens sur une page, c'est qu'on parle pas toujours de food, mais parfois, on a ce côté humour que les gens apprécient, et carrément. Pour lequel ils restent, un peu plus. Et tu parlais du coup de sourcing produit. Comment vous avez organisé ça dès le début ? Tu parlais de Pietro. En fait, Pietro, il est vite arrivé parce qu'en fait, on était tellement en galère. Pietro, c'est le meilleur ami de la femme de Benoît. Okay. La femme de Benoît, la femme de Benoît, elle est sicilienne, Barbara. C'est la directrice du. C'est très familial comme groupe au final. Et donc en fait, t'as Benoît, donc qui est cofondateur associé avec moi. T'as Barbara qui est directrice à Boulogne. Et le meilleur ami de Barbara, Pietro. Donc les deux, ils viennent de Sicile, à Palerme. Et en fait, Pietro, lui, travaillait chez Noto, donc le groupe MoMA, et en fait, est venu très rapidement à Boulogne parce qu'en fait, on était débordés et qu'on lui a dit il faut que tu nous aides absolument. Voilà. Donc, il est très vite venu, merci encore à lui. Et du coup, on lui a donné des parts. J'ai aussi donné des parts à ma mère.
Donc du coup, en vrai, c'est assez familial comme groupe. Et on a des C'est investisseurs. énorme. On a un fonds d'investissement qui s'appelle Odyssée et qui sont des bons pères de famille aussi, qui sont une équipe vraiment sympa et bienveillante. Donc, tout le monde est bienveillant et on s'entend tous bien dans la boîte. Tant mieux. Du coup, le sourcing de tes produits, tu le fais comment? T'as organisé ça dès le début? Donc, en passant par Pietro? Ouais, du coup, Pietro, une grosse partie est venue de son papa, qui lui est là-bas. Et ensuite, on a travaillé avec Arnaud de Mama Fiore, qui en gros est un des leaders dans l'importation des produits italiens. Parce que j'imagine ça a dû suivre aussi la croissance du groupe, parce qu'au début, t'as pas forcément les mêmes quantités. Ouais. Surtout si tu penses pas d'office, Totalement. une volonté d'avoir un grand groupe de restos, j'imagine que c'est pas du tout le même modèle d'approvisionnement. Au début, on a un peu tâtonné. C'est-à-dire que Ben avait tout son réseau, en ayant travaillé dans la resto, tout son réseau de fournisseurs historiques. Donc on en a testé plusieurs. Au début, ça se passait pas forcément très bien. Et puis à un moment donné, où on a décidé d'aller avec Mama Fiore, qui est le leader. Donc on a eu des petits allers-retours. Enfin, c'est vraiment Ben qui gère ça, mais par rapport au prix de la matière première, etc., il y a pas mal d'allers-retours. Donc voilà. Mais là, maintenant, on est avec Mama Fiore depuis pas mal de temps. Et ça se passe très bien. Et on a aussi une grosse partie en direct avec le papa de donc il y a toujours Pietro. encore ce côté familial qui reste. Ouais. Ok, mais trop bien. Et donc là, autre passage encore à une échelle différente, c'est ouverture en franchise. Tout à fait. Premier établissement, du coup, Ouais. Bordeaux. Ouais. Alors du coup, ça s'est pas fait en franchise, ça s'est fait en JV, en joint venture, où en gros on est associé avec eux à 50-50. Et du coup, ouais, premier pas en dehors de Paris, à Bordeaux. Et super ouverture, super content d'être là-bas. Ouais, ça cartonne, j'ai suivi un petit peu de loin. Ouais, ça marche super bien. On fait vraiment des super scores, on fait des super ratios. Les clients sont contents, les clients sont sympas. Tout va bien, quoi. Ouais, parce qu'il y avait aussi, j'imagine, un peu un pari au début entre gérer déjà de base ces restos en région parisienne. Et c'est aussi des fois un peu un vivier à marques qui fonctionnent très bien, mais qui peut-être pourraient pas passer la frontière de la région parisienne. Tout à fait. Ça s'est bien passé du coup? Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand même, on se cannibalisait un petit peu à Paris. Ouais. C'est-à-dire que quand on ouvre Levallois, Neuilly, Boulogne, Asnières, c'est des zones quand même où on commence à... Il y a des gens qui venaient de Paris avant pour aller à Levallois. Et ensuite, maintenant qu'ils ont Paris 2 ou Paris 11, ils vont là-bas. Et maintenant, il y a Vincennes. Donc, en fait, on commence à en avoir beaucoup à Paris. Donc, on commence à un peu se cannibaliser. Okay. Donc, en fait, l'idée, c'est de maintenant, principalement, se focus sur la France et l'Europe. Donc là, on va ouvrir en Suisse l'année prochaine. Génial. Ouais, vous avez déjà trouvé les gars? À Genève, ouais. On a trouvé les gars, on a trouvé les locaux. Donc là, les papiers sont en train d'être faits. Et après, ouais, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir en France. Dans les grandes villes, on va garder en succursale. Okay. Et dans les petites villes, on va faire des JV ou des franchises. Comment tu les trouves, les personnes de confiance, c'est vrai? Ils viennent à nous et via LinkedIn quand je fais un post. Ok. Et après, vous échangez, j'imagine, puisque c'est quand même ta marque, ça va être compliqué de passer le bébé à quelqu'un, entre guillemets, aussi loin. Ouais. Parce que ça paraît bête, mais dans la forme, quand t'as un resto qui est dans un périmètre de 5 km autour de chez toi, il y a un truc qui se passe mal. Tu vas, quoi. Alors que là, sûr, clairement. Mais du coup, non, écoute, pour l'instant, Thomas et Jérémy, on est super contents à Bordeaux. Maintenant, voilà, on a beaucoup d'ouvertures en cours, de signatures en cours. Et nous, voilà, les prochaines villes où on va aller, c'est en gros Lille, Lyon, Marseille. Voilà, les grosses villes où on sait qu'il y a du potentiel et que les gens nous attendent. Donc maintenant, il faut trouver les locaux, il faut trouver les partenaires bancaires. Vous avez une grille un peu pour trouver les locaux? On a des cahiers des charges. En gros, c'est quoi un peu ce qui fait la réussite aujourd'hui selon toi, la réussite d'un groupe Omimo par rapport aux locaux? Enfin, c'est pas que, mais en tout cas, comment tu les choisis? En fait, on va prendre du 120-130 couverts parce que en fait, ça permet d'avoir une bande passante qui est tout le temps remplie, donc du mieux géré. Et ça permet aussi d'avoir ce bon équilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire de ne pas être vide, donc du coup, mauvaise image, et de ne pas être trop plein, c'est-à-dire impossible de réserver. Okay. Donc tu vois, on arrive à trouver le sweet spot entre
c'est raisonnable, tu fais la queue, mais tu vas avoir ta table. Bordeaux, lundi midi, il y a la queue, tu vois. Mais les gens ont leur table parce qu'on gère bien. Parce qu'on est habitué à avoir une bande passante et à gérer cette bande passante. Okay. Et ce qui est plus compliqué quand tu commences à avoir 250, 300, 400, 500 couverts avec des très gros loyers, des très gros charges, des très grosses surfaces, beaucoup de monde, etc. C'est compliqué, quoi. Ah bah, je me doute. Compliqué. Et en termes de choix d'emplacement, il y a une stratégie un peu? Vous cherchez des lieux particuliers? Parce qu'on entend quand même souvent ça dans les restos. Quand tu cherches ton premier établissement, encore une fois, à Paris, tu peux cibler des zones. Si tu veux faire du resto, tu vas venir typiquement ici, pour la resto du midi. C'est quoi un peu votre strat à vous chez Groupon IMO? En fait, là où ça marche le mieux, c'est quand même, comme dit Starbucks, c'est l'emplacement. Mais en vrai, quand tu as l'emplacement plus le marketing qu'on a, tu cartonnes. Ouais, parce que vous arrivez du coup. Paris 2, c'est là où. Paris 2, c'est celui qui est le mieux placé. Enfin, c'est celui qu'on a qui est normalement placé, c'est-à-dire dans un endroit où il y a du monde. C'est celui qui cartonne. Le reste, on est soit en banlieue, soit à Paris 11, rue Keller, qui n'est pas une rue passante. Ouais. Donc, on n'a pas des locaux de ouf en termes de. À part peut-être Asnières, qui est pour Asnières bien, parce qu'on est à la sortie de la gare. Juste en face. Juste en face. Ouais. Mais hormis ça, on n'a pas des locaux placés de fous furieux, quoi. On les a bien placés en banlieue, mais on n'a pas du Pink Mama ou du truc dans le 9e ou en plein milieu de quartier où il y a énormément de monde, quoi. Okay. Le seul, c'est Paris 2 et c'est celui qui fait qui est le top one. Donc, le mieux, c'est de trouver quand même des bons emplacements, parce que quand on a des bons emplacements avec pas mal de couverts plus notre marketing, on fait des super scores. Ouais, et puis finalement c'est une suite assez logique, c'est-à-dire que imaginons tu as un emplacement qui est un peu moins top, tu as une très bonne communication qui te permet finalement de ramener du trafic dans ton établissement, là où de base c'est pas de la bande passante de personnes qui sont intéressées par ce qui passe devant. Et après, du coup, tu as toute l'expérience client qui intervient pour prendre le relais et jouer sur la partie fidélisation. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, aujourd'hui, en termes de grands défis chez Groupon IMO, c'est quoi un peu les défis du quotidien que tu as genre les trucs qui sont un peu récurrents, tu sais, en tant que gestionnaire de groupe de resto? Écoute, en tant que gestionnaire, là, c'est beaucoup le développement. Donc, moi, je m'occupe plutôt de la partie trouver des candidats, les qualifier, ensuite trouver des partenaires bancaires, trouver des locaux, etc. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui le plus challengeant. Surtout en France où le problème c'est que la restauration, il y a tellement de mauvais élèves que tu prends pour eux quand tu arrives en banque. Parce que du coup ils sont tellement habitués à avoir des mauvais étudiants que quand tu es le bon étudiant, tu prends pour tout le monde. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des prêts, des crédits pour nos partenaires. Donc on est souvent obligé de se mettre en garant et du coup de faire une JV pour pouvoir avoir une ouverture, enfin des ouvertures. Donc c'est ça le plus challengeant aujourd'hui, c'est de trouver les bons partenaires bancaires. Même si on fait de l'argent et qu'on est très rentable, il faut continuer à aller voir différentes banques, à monter des dossiers, à trouver des locaux, à négocier les locaux, les baux, les trucs. Donc c'est beaucoup de paperasse et beaucoup d'admin qui en France, je trouve, est très volumineuse. Et qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Ouais, parce que j'allais dire, franchement, avec la marque que vous avez, les chiffres que vous avez, je veux dire que c'est censé être le plus simple pour des établissements comme vous. Mais tu vois, au début c'était mais ça marche à Paris, est-ce que ça va marcher à Bordeaux? Bon, maintenant c'est à Bordeaux. Ouais, mais Bordeaux ça reste une grosse ville, est-ce que ça va marcher dans une petite ville? Il va falloir vraiment qu'on leur montre que ça marche partout. Pour leur dire, maintenant, est-ce que vous nous suivez tout le temps sans en fermant les yeux, quoi. Je pense que moi, demain, je vais ouvrir un établissement sous franchise. J'ai plus de chances d'avoir un financement en disant que je suis un McDo, enfin que je vais ouvrir un McDo, si tant est, ce soit si simple que ça, mais ou un Groupon IMO, par exemple. En fait, ça dépend aussi de ta manière. En fait, ils veulent que les gens opèrent. C'est-à-dire, ils veulent que si tu prends un resto, tu vas avoir la personne qui est dans le resto, qui gère le restaurant, qui a au moins 30% du restaurant. C'est-à-dire, en gros, si tu prends une franchise que tu n'es pas restaurateur, que tu es juste un investisseur, il faut que tu donnes au moins 30% au directeur qui sera dedans. Ok. Voilà. Donc c'est pas forcément le fait que ça va être par rapport à la marque. Alors si, forcément, la marque va aider parce qu'on sait qu'un McDo, ça fonctionne. Mais il faut
faut que ça fonctionne aussi quand tu le fais tourner correctement. Et donc, du coup, il faut quand même qu'il y ait une certaine répartition des parts et que le propriétaire un des propriétaires soit dedans. Ok. Donc, c'est ça qu'ils peuvent aussi demander quand tu ouvres un restaurant. Ouais, donc si tu prends un peu de recul par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début, en fait, finalement, le meilleur moyen aujourd'hui de moi, je me dis, ok, je kiffe la resto. Bon, je pense que, on se demandait tout à l'heure si c'était un kiff au début ou non. Je sais que c'est un peu, il y a un petit côté mode. Moi, le premier, je pense qu'un jour, ça me ferait kiffer d'ouvrir un resto. Ouais. Et donc, imaginons, je me projette, je me dis, ok, je vais ouvrir une chaîne à la Gruppo Mimo, avoir peut-être à horizon 5 ans, 10, 15, 20 établissements. Faut quand même que je commence par mettre les mains dans la pâte, ouvrir le premier, faire les choses progressivement. J'arriverai jamais à voir une banque et lui dire, écoutez, moi, j'ai aucune expérience, je vais juste piloter le truc, je vais trouver des gars super et je vais ouvrir tout de suite 20 établissements, quoi. Ouais, totalement. Mais en fait, l'idée que... En fait, ça dépend vraiment en vrai ce que tu veux faire dans un resto. C'est-à-dire, moi, je kifferais, tu vois, quand je revends Gruppo Mimo, m'acheter un petit restaurant au Costa Rica et faire de la bistronomie ou essayer d'aller chercher une étoile. Mais après... je sais pas si c'est vraiment je sais pas si c'est vraiment une mode ou pas d'ouvrir des restos, mais il y a ce côté très social aussi qui est cool dans un restaurant. Il y a ce côté, tu vois des nouvelles personnes tout le temps, tu peux t'exprimer, tu peux faire la cuisine que t'aimes, tu peux créer l'univers que t'aimes, la DA que tu veux, etc. Donc c'est un peu... c'est de l'entrepreneuriat où tu mets beaucoup de personnalité dedans. Là où tu vas moins mettre de personnalité dans une boîte tech, par exemple. Ouais, complètement. Tu vois, tu vas pouvoir un peu influencer la DA et le style de ta boîte et tout. Mais ça vient moins de ton esprit, ce que t'aimes, tant culturellement, etc. Tu réponds à... Ça ressemble moins, je trouve, des boîtes tech ou des boîtes en général à la personnalité des entrepreneurs qu'un restaurant. Un restaurant, c'est vraiment ce que tu aimes toi et ce que tu as envie de transmettre aux gens et ton univers, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est un peu nous l'enjeu dans la boîte. On essaie de temps en temps de faire des trucs un peu innovants, à l'instar de cette émission qu'on va, je pense, faire en sorte qu'elle soit très cool avec justement une petite DA un peu qui sort du lot. Mm-hmm. Mais en fait, on est relativement limité, quoi. Ça reste un podcast. On veut lancer une newsletter, ça restera une newsletter. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a que des métiers qui finalement sont un peu créatifs. La resto, mine de rien, ça reste un milieu créatif. Même si tu prends une cuisine qui est ultra répandue, que ce soit même du restaurant italien, tu parlais du fait que vous faisiez vraiment une marque lifestyle. Mm-hmm. En fait, ça se retranscrit par tellement de choses. Parce que vous avez fait un livre aussi, je dis pas de bêtises. On fait du merch, on a fait un livre, on a fait pas mal de collabs, on a fait des lunettes, on a fait des suites, on a fait on a fait plein de trucs différents. Mais on a fait pas mal de produits dérivés. Et ouais, non, l'idée, c'est de... en fait, justement, au début, en fait, je voulais pas avoir une DA. Je voulais pas enfermer Gruppo Mimo dans une DA qui est fixe. Parce que je me suis dit, j'ai envie de toucher plein de gens différents. Donc, j'ai sponsorisé un skater qui est participé aux Jeux Olympiques. C'est énorme. Si tu veux, j'adore la glisse et tout, donc j'ai aussi cette liberté de faire un peu ce que j'ai envie de faire. Tu vois, par exemple, on fait des Burrata Live Show. C'est des shows d'artistes qui montent sur les réseaux et que je feature dans mon resto à Asnières. Et là, on a enregistré une fille que j'ai découvert et 48 heures plus tard, elle a enregistré à Asnières avec nous. Et tu vois, ça, c'est le truc qui est cool, c'est que en fait, tu peux faire plein de choses dans un resto parce que c'est des... J'aime pas ce mot-là, mais c'est des lieux de vie, donc tu peux faire des événements, tu peux faire des... Il y a plein de fois où on fait de l'événementiel aussi. On va donner des pizzas pour des événements influenceurs ou ce genre de choses, ou des ouvertures. Donc on fait de plus en plus du catering, ce qui est cool. On a aussi des événements de marques qui viennent dans nos restaurants. On fait de la musique, on fait du sport extrême, on fait de l'art avec les boîtes. On touche vraiment à plein de domaines. Et j'essaye que le logo Gruppo Mimo, ce soit jamais le même. Tu vois, là, quand on va ouvrir à Marseille, la DA de Marseille sera complètement différente. Ce sera beaucoup plus adapté à là-bas que ce qu'il est ici. Donc on essaie vraiment de faire... en fait, Gruppo Mimo, c'est plein d'univers qui se rencontrent et qui correspondent aussi à la clientèle qu'on a.
Ouais, c'est clair. C'est ce que j'allais dire quand tu commençais à parler du fait que vous ayez des locaux différents. En fait, Gruppo Mimo, ça a beau être une marque. Je trouve que ça aussi, c'est très fort. C'est d'avoir réussi à construire une identité que tout le monde reconnaît, malgré finalement des lieux et une matérialisation concrète de la marque qui est complètement différente d'un établissement à l'autre. Et ce qui est pas mal, c'est que même là, d'un point de vue purement business, je peux très bien aller kiffer le restaurant d'Anières. Demain, vous ouvrez à Marseille, mes deux associés sont marseillais, je vais leur rendre visite, je vais chez Gruppo Mimo. Je vais découvrir un environnement qui sera complètement différent, tout en ayant le gage de qualité Gruppo Mimo qui va faire en sorte que je vais avoir confiance d'y aller. Ouais, exactement. Ah non, c'est très cool. Et surtout que du coup, c'est quand même. Puis c'est une manière de pas s'emmerder aussi à faire tout le temps la même chose. Hein. Grave, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, parce que finalement, les groupes qui se normalisent derrière un gros logo, qui harmonisent tous leurs process, tous leurs produits, etc. Finalement, on en revient à la discussion de base qui était de dire que comme dans une entreprise plutôt start-up, en fait, tu t'enfermes dans tes process et c'est quoi l'originalité que tu vas pouvoir apporter après, quoi. Ouais, c'est mon défaut de ma qualité, c'est que je m'ennuie très vite. Donc, en fait, le problème, c'est quand tu t'ennuies vite, c'est pour ça aussi que j'ai monté plusieurs boîtes. C'est que, en fait, une fois que tu sais faire quelque chose, tu l'as fait, tu as envie tout de suite de faire autre chose. Ouais, je te comprends. Donc, 100%. en fait, quand tu as fait déjà un ou deux restaurants avec la même DA, tu as envie de changer. Tu as envie de tester de nouvelles choses. Tu reprends des risques un peu à chaque fois, mais c'est ce qui te permet, je trouve, aussi de permettre aux clients de découvrir des restaurants qui sont différents. Même si la carte est similaire, on va quand même avoir des restaurants qui n'auront pas la même DA, pas la même image, que tu vois, ils vont pas recevoir la même boîte tout le temps. Tu vois, là, on est en train de coller des miroirs dans Paris avec des phrases dessus. Tu vois, on essaie toujours d'offrir des nouvelles expériences et de différencier, tant dans la DA des restaurants que par nos actions marketing. Et on fait ça parce qu'on kiffe faire ça. On fait pas ça parce qu'on se sent obligé de le faire. Et c'est pour ça je pense qu'on le fait de façon plutôt correcte. C'est que on aime ce qu'on fait, donc on donne de l'énergie, on dit que sur les réseaux ce qu'on pourrait faire. Tu vois, là, on a lancé une opération où, en gros, on met à la carte un plat en janvier qui va être une recette que les gens ont fait sur les réseaux. On a lancé un peu un challenge avec des influenceurs. Vous ouvrez un concours en proposant à des personnes de vous envoyer du coup des recettes, de faire des recettes, de nous taguer. En gros, on partagera une recette sur notre carte en janvier et la personne gagnera en gros 1 an à gagner de Gruppo Mimo. C'est tellement cool. Et du coup, on a fait ça avec 2 influenceurs cool qui ont lancé l'opération en disant moi je participe au challenge de Gruppo Mimo pour en gros avoir mon plat featuré en janvier. Et tu vois, voilà, on essaye de faire participer notre communauté. On essaye de... Tu vois, là, on réfléchit du coup pour les 400 000 followers, pour fêter les 400 000 followers, à faire une très très grosse soirée. 400 000, c'est énorme. Ouais. J'avais pas saisi que c'était à ce point. Ouais. Je pense que ça sera en février ou mars. Et du coup, l'idée, ce serait de pouvoir avoir... de faire un gros événement avec un gros DJ et pouvoir vraiment faire venir les gens et faire kiffer. Trop cool. J'espère qu'on sera invité. Bah oui, grave, de ouf. Avec plaisir. Et du coup, on a bien parlé de Gruppo Mimo. C'est vrai qu'on en oublie limite que tu as encore ta casquette derrière emblème Barracuda. Ouais. Comment t'organises ton temps au quotidien ? Parce que du coup, rien que ça, je pense qu'une personne normale, entre guillemets, n'arriverait peut-être pas à le gérer tout seul. Toi, je sais que t'es sur tous les fronts. Comment t'arrives un peu à orchestrer tes journées par rapport à ça ? Moi, je travaille avec des gens qui sont de confiance, donc je fais confiance aux gens aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les remerciais la semaine dernière chez Emblème, c'est qu'ils sont très proactifs, ils ont notre vision, enfin ils ont une vision, on a la même vision, on est ensemble depuis très longtemps, donc en fait j'ai pas besoin, si tu veux, de prendre le temps de me répéter 20 fois, à être derrière l'écran, tu vois, en mode micromanagement. En fait je leur fais confiance et les chiffres montrent que clairement ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui sur Emblème, on réattaque une levée. Donc là, en fait, j'interviens dans la levée parce que c'est moi qui m'en occupe, même si on a fait le deck et le BIP avec tout le monde. Mais en fait, Emblème, que ce soit Emblème, Barracuda et Gruppo Mimo, j'ai vraiment des gens de confiance qui sont dans l'opérationnel. Où moi, d'un point de vue opérationnel, j'aurais pas. C'est parce que tu vois, c'est pas parce que demain
je vais commencer à vendre du emblème, que ça va changer grand-chose. Ça rajoutera un sales en plus. Donc, ça fera un peu plus d'argent, mais c'est pas ce qui va changer du tout le game. Ce qui va changer le game, c'est plutôt la stratégie, trouver des nouvelles idées, pouvoir faire en sorte que, d'un point de vue stratégie, on soit efficace. Et on a réussi, par rapport à ce on a levé, à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que Vous avez fait une levée ? On a fait 2 levées, mais les deux ensemble font 1,9 million. Ok. Donc on a levé très peu pour ouvrir 2 pays et pour faire un peu plus de 2 millions de CA. Là, vous êtes du coup France, Angleterre ? Ouais, exactement. Ok. Voilà, et on a une belle croissance. On fait plus de 50% de croissance entre l'année dernière et cette année. Tous les chiffres sont en vert. Le churn baisse, le CAC baisse, la LTV augmente. Voilà, on est au vert à 2 ou 3% de chiffre de croissance en ayant une équipe plus petite qu'avant. Donc non, on gagne en efficacité, on est de plus en plus recommandé. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir lever pour continuer cette croissance et pouvoir investir en sales, en produits, en opérationnel, pour pouvoir améliorer encore plus l'expérience client et le produit. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a grandi sans argent, et quand tu grandis sans argent, tu deviens plus intelligent que les autres. Ouais, bien sûr. Parce que quand tu as beaucoup de cash, c'est là où tu es débile. J'ai eu un prof qui s'appelle Jean-David Bénichou. Ouais. Peut-être que tu connais un gros BA qui est très actif à Paris, même en France d'ailleurs. De nom, ça me dit quelque chose. Qui était le parrain de notre promo. Et il avait une phrase qui était, alors je ne l'ai plus exactement, mais dans les grandes lignes, en gros, la pénurie est une opportunité et l'abondance est une menace. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est très vrai, parce qu'en fait, j'imagine là la structuration, nous, de notre entreprise, qui est faite depuis le début sans 1 euro, que ce soit en emprunt ou en levée de fonds. Si on avait eu ne serait-ce que un petit 3, 4, 500 000 euros, on n'aurait pas du tout pris les mêmes décisions, et je pense qu'on n'aurait pas eu des meilleurs résultats en termes de clients que ceux qu'on a aujourd'hui, et justement parce que ça pousse en fait à être inventif et à faire des choses qui sont tout simplement intelligentes, et en revenir à la base de l'entreprise, qui est de faire quelque chose pour que ça ramène de l'argent avant d'anticiper que ça en ramènera demain en investissant de l'argent. Ouais. Et donc tu parlais de ton restaurant au Costa Rica d'ici 5 ans. C'est quoi le plan là pour les 5 prochaines années du coup ? Non, après, moi j'aimerais bien exit les boîtes d'ici 3 ans. J'ai déjà exit en partie l'agence Barracuda, qui est en train d'intégrer un groupe. Donc, où je dois rester encore 3 ans, mais en earn-out, et du coup la boîte est vendue. Et du coup Grupo Mimo Emblème, sur lequel je focus aussi. Emblème, l'idée c'est de pouvoir continuer la croissance en Europe. Pareil sur Grupo Mimo. J'aimerais vraiment bien ouvrir au UK. Donc je cherche en ce moment un partenaire au UK. Londres ou pas forcément ? Ouais, Londres, et parce que c'est un peu la cour des grands d'aller là-bas. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir à Londres et de pouvoir ensuite ouvrir aux États-Unis. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir renforcer la présence en Europe via des master franchises ou de la JV, et ensuite d'aller aux États-Unis. Et d'ici 3 ans, de pouvoir revendre une partie du groupe et continuer à piloter au board. Ouais, j'allais dire, parce que pas peur de l'après, t'as l'air d'être un profil un peu hyperactif. Ouais, non, je m'embêterais. Pas peur du coup de tout arrêter du jour au lendemain. Ah, mais si, complètement. Non, je m'embêterais. Je pense qu'au bout de 3 semaines, j'aurai envie de reprendre le boulot. C'est sûr que c'est... Mais voilà, j'adore, je suis un gros fan de pêche, j'adore le surf, j'adore le kite. Je retrouverai toujours de quoi m'occuper. Et puis non, en vrai... c'est intéressant de pouvoir aussi, je pense, l'argent c'est vraiment pas la dernière page du livre. Je pense que la prochaine étape ce sera aussi d'aider des gens qui faire pas mal de charity, et aussi faire du conseil ou aider, comme j'ai commencé à faire avec du mentoring. Je fais déjà du mentoring via WhatsApp. J'ai lancé une offre là récemment qui satisfait les gens que j'accompagne, donc je suis content. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens dans leur projet entrepreneurial
pour pouvoir leur permettre de grandir et de profiter des conseils et de mon expérience d'un jeune qui s'est lancé en gros un peu avec rien et qui est devenu malin justement parce qu'il avait rien. Donc voilà, l'idée pour moi c'était vraiment de pouvoir dans un second temps de ma carrière aider des gens, peut-être investir aussi dans des startups comme je l'ai déjà fait et mettre à profit mon expérience pour aider des jeunes à Bon, grandir. c'est trop cool. Pas de volonté de retrite anticipée, donc. Non, Ce qui est normal. je vais m'embêter sinon, je le Ok. sais. Bon, Mais Edouard- aider les autres, ça me paraît être cool. Non, parce que j'allais pas te couper. Non, Ouais. j'allais dire, je pense qu'on a fait quasiment le tour de tout. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais évoquer, des choses desquelles on n'a pas forcément parlé? Non, après, je pense que c'est important quand on parle d'entrepreneuriat de parler aussi de perso et du fait qu'il faut que c'est important quand on se lance et la resto est une activité qui prend beaucoup de place dans la vie personnelle de quelqu'un. Donc je pense que c'est vraiment important, même pour la continuité d'un business, d'avoir un vrai équilibre. Et tu vois, j'en parlais au mec de Big Mama, justement, lui qui me dit moi je coupe mon téléphone pour le week-end, le truc machin. C'est vraiment important, je pense, si j'avais un conseil à donner, c'est de pas se laisser, même si on est amoureux de son business et que ça commence à fonctionner, et que du coup on met les cas de fer dedans. Il faut vraiment se garder un espace pour sa copine, son copain, sa famille, ses enfants et avoir vraiment je pense que la réussite d'un business c'est aussi l'équilibre mental des fondateurs. Et je pense que c'est très important d'avoir en tête cette idée que la vie c'est un équilibre et qu'il faut avoir ses amis, il faut avoir sa famille, sa copine, son business, son copain. Et c'est très important de garder cet équilibre-là, même quand ça commence à cartonner, parce qu'on a tendance, comme on est passionné par nos projets, que quand ça commence à cartonner, on met tout dedans. Et moi, j'en ai fait un peu les frais d'avoir. J'ai un fils, je suis plus avec la maman, mais du coup, d'avoir ce côté, je mets tout dedans et je suis aspiré par ça. Du coup, je pense qu'il y avait un conseil à donner, c'est vraiment d'avoir cet équilibre qui permet, au moyen long terme, d'avoir cette stabilité. Et c'est dans la stabilité et dans cet équilibre-là, je pense qu'on est le plus fort et qu'on sera le meilleur dans notre travail aussi. C'est clair, je pense que vie perso et vie pro se nourrissent mutuellement. Totalement. Et pas que financièrement. Donc c'est clair que sur tous les aspects, ça joue. Écoute, Edouard, merci beaucoup. Merci à toi. Premier invité, premier épisode bouclé. Top. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je pense que pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici, on peut les remercier. Oui, et puis merci du coup, à tous. Au plaisir de lancer le prochain épisode. Yes, Salut. à bientôt. Ciao. Bon.